Ma mère a emballé toute ma vie dans des sacs poubelles et m'a traité de profiteuse dans une maison que je payais moi-même depuis des années. Je n'ai pas discuté. J'ai appelé un avocat. Elle n'avait aucune idée de ce que mon père avait fait 6 ans plus tôt. Je rentrais d'un service de 12 heures pour trouver toute mon existence entassée dans des sacs noirs au bout de l'allée. Pas juste un sac ou deux. Pas un carton d'affaires qu'on aurait oublié de ranger. Absolument tout ce qui faisait que cette maison était la mienne. Mes dossiers de travail dans un sac de course froissé. Le bouti de ma grand-mère mal plié. Fourré dans un grand sac poubelle résistant. La photo encadrée de mon grand-père. Posée face contre le béton. Tout cela était disposé en une rangée bien nette. Comme si quelqu'un avait tiré une certaine fierté de cette expulsion, comme s'ils avaient voulu que je le voie depuis la rue avant même de sortir de ma voiture. Je suis resté assise dans ma Peugeot pendant 45 secondes. Complète. Le moteur tournait encore, la climatisation marchait, et je fixais ce tas d'affaires. Puis j'ai levé les yeux vers le perron. Ma mère, Delphine, se tenait là, les bras croisés et le menton levé de cette manière qu'elle avait. Quand elle avait déjà décidé qu'elle avait raison. Elle portait son beau gilet beige, celui qu'elle réservait pour la messe et les confrontations. Elle avait cette expression particulière que j'avais mis 30 ans à décrypter et qui signifiait qu'il n'y aurait aucune négociation possible. Ma sœur cadette, Chloé, était appuyée contre la rampe du perron. Ses cheveux sombres arboraient un brushing impeccable, et elle portait un chemisier en lin que je ne connaissais pas. Et à côté d'elle, une main posée sur le cadre de ma porte d'entrée, se tenait Bastien, son mari depuis 6 semaines. Il était déjà en chaussettes. Il avait déjà retiré ses chaussures à l'intérieur de ma maison. J'ai coupé le moteur, j'ai remonté l'allée et je me suis arrêté au pied des marches. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé. Ma voix était très plate, très calme. J'ai appris au fil des ans que plus je devenais calme, plus la situation était grave. Mais personne dans ma famille n'avait jamais appris à lire ce signal. Chloé et Bastien ont besoin d'une vraie chambre, a dit Delphine. Pas de bonjour. Pas de pardon. Ils ne peuvent pas vivre dans cette petite chambre. Sur le côté. Tu prendras le sous-sol aménagé. C'est ma chambre, ai-je dit. Celle de droite au fond du couloir, avec la salle de bain attenante que j'ai payée pour faire rénover il y a 18 mois. C'est ma chambre. Chloé a fait une grimace. La même grimace qu'elle me faisait depuis environ 1999. Tu as 30 ans, Clara. Arrête de te comporter comme une enfant pour une question de mètre carré. Quelque chose de froid a traversé ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était quelque chose de plus précis que la colère. Comme un rouage qui s'enclenche. Je paye le crédit immobilier de cette maison. Ai-je dit. Je paye l'électricité, l'assurance habitation, la taxe foncière. J'ai payé pour remplacer le chauffe-eau en février dernier. J'ai payé pour refaire la toiture au printemps. J'ai regardé Bastien. Je ne vous ai jamais rencontré en personne. Vous n'êtes resté au mariage que 4 heures. Vos chaussures sont enlevées dans ma maison. Bastien a souri. Il avait le sourire de quelqu'un à qui on a toujours dit qu'il était charmant et qui n'avait jamais été sérieusement contredit. Salut, Clara. Je comprends. Le changement est difficile, mais c'est la famille. C'est une propriété, ai-je répondu. Delphine a descendu une marche. Son doigt s'est levé, ce doigt pointé qu'elle utilisé pour me gronder à chaque mauvaise note, chaque mauvaise décision et chaque mauvais petit ami depuis mes 8 ans. Cela ne fait pas de toi le chef de cette famille. Tu es une fille dans cette maison. Les filles ne dictent pas leur loi. Je suis la personne dont le compte bancaire permet de garder l'électricité allumée depuis 3 ans, ai-je rétorqué. Je veux que mes
Affaires soient remises à leur place. J'ai bousculé Bastien. Il s'est en fait écarté, ce que j'ai noté, et je suis entré dans la maison, j'ai traversé le couloir et j'ai franchi la porte de ma chambre. Mes tiroirs avaient été vidés. Dans des cartons. Mon bureau avait été débarrassé. Le sac de voyage de Chloé était déjà posé sur le lit que j'avais acheté avec mon propre argent dans un magasin de meubles il y a 17 mois, et une photo encadrée du mariage de Chloé et Bastien, prise par un photographe que j'avais aidé à payer, était déjà posée sur le rebord de la fenêtre où se trouvait autrefois la pendule de mon grand-père. Je suis resté au milieu de la pièce un moment, puis je suis retourné dans le couloir. Delphine était à l'intérieur maintenant. Elle m'avait suivi et elle se tenait près de la porte de la cuisine, les bras toujours croisés. L'expression sur son visage était ce que je ne peux décrire que comme de la satisfaction, comme si elle s'était préparée à cela, comme si elle s'était entraînée. Remettez mes affaires en place, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu. Aussi simplement que cela. Comme si c'était évident, comme si je lui avais demandé de faire quelque chose d'absurde. J'appellerai un avocat. Elle a ri. Chloé a ri. Bastien a regardé le plafond. Connerie, a dit ma mère. Sors d'ici, profiteuse. Le mot a claqué comme une gifle. Profiteuse. Moi. La femme dont le virement bancaire automatique arrivait sur le compte du prêt immobilier le 14 de chaque mois depuis 3 ans sans un seul retard. La femme qui avait appelé le plombier, planifié l'entretien de la chaudière, renouvelé le contrat d'assurance, argumenté avec l'assureur pendant 2 mois. Quand une branche d'arbre avait cassé la clôture arrière lors d'une tempête. Profiteuse. Toute la rue est devenue silencieuse. Ou peut-être que c'était juste dans ma tête. Quoi qu'il en soit, le silence était absolu. J'ai regardé ma mère. Puis Chloé, qui retournait déjà vers la chambre qu'elle avait décidé être la sienne. Puis Bastien, qui examinait son téléphone comme si rien de tout cela ne le concernait. Il n'avait pas peur de ce que je pourrais faire. Il n'avait pas envisagé une seule seconde que je puisse réellement partir. J'ai pris mon téléphone. Je suis ressorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture et j'ai passé un appel. Je dois revenir en arrière parce que vous devez comprendre la forme des choses avant de comprendre à quel point ils avaient mal calculé leur coût. Mon père, Raymond, est mort il y a 4 ans en février. D'un cancer. Le genre agressif qui avance vite et qui ne négocie pas. Il est parti en 7 mois, du diagnostic à la fin. C'était le genre d'homme qui lisait chaque document 2 fois avant de le signer. Qui gardait un coffre unifugé sous son lit, qui avait des opinions sur la différence entre un testament et une donation-partage qu'il partageait avec vous sans qu'on lui demande si vous lui en laissiez l'occasion. C'était le genre d'homme qui prévoyait tout. Ma mère, Delphine, était le genre de femme qui laissait quelqu'un d'autre faire les préparatifs et supposait ensuite que les résultats seraient naturellement en sa faveur. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère et ma sœur fonctionnaient comme une unité. Chloé était la jolie, la drôle, celle qui recevait toute la souplesse et le bénéfice du doute. J'étais la responsable, la fiable, celle qui, depuis l'âge de 12 ans environ, avait toujours été traitée comme une ressource plutôt que comme une enfant. Je payais pour les choses. Je réparais les choses. J'étais présente quand il fallait l'être. Je ne me plaignais pas. Parce que j'avais appris lentement, puis d'un coup, que se plaindre ne produisait rien dans notre famille à part un sermon sur la gratitude. Quand mon père est mort, la maison, un pavillon de caractère dans un bon quartier scolaire, payé à environ 60%, est devenu la question centrale. Delphine ne pouvait pas se permettre de la garder seule. Son travail de comptable à temps partiel couvrait le crédit de sa voiture et ses cartes de crédit, mais pas grand-chose d'autre.
Chloé avait 26 ans et passait d'un petit boulot à l'autre, une condition qu'elle traitait comme un trait de personnalité plutôt que comme un problème. J'avais un revenu solide en tant qu'analyste de conformité bancaire. J'avais des économies. J'avais de la stabilité. J'avais apparemment le visage de quelqu'un vers qui on se tourne quand on a besoin que quelqu'un absorbe un problème. Alors, je suis intervenu. J'ai repris les paiements du crédit. Je me suis ajouté au compte. J'ai commencé à payer les factures. Tout le monde a hoché la tête comme si c'était naturel, logique, la solution évidente. Et pas une seule personne dans ma famille n'utilisait les mots « merci » avec une quelconque régularité. Ce que je ne savais pas, ce que personne n'avait pris la peine de me dire, ou peut-être pensait me dire, ou peut-être avait stratégiquement évité de me dire, c'était ce que mon père avait fait lorsqu'il avait renégocié le prêt de la maison 6 ans avant sa mort. Je n'avais pas su, jusqu'à ce que je sois assise sur le parking d'une station-service à 23h47 avec le bouti de ma grand-mère sur le siège arrière et les mains tremblantes sur mon volant, que mon nom figurait sur l'acte de propriété. Mais Maître Beaumont le savait. Maître Beaumont était l'avocat de mon père depuis 20 ans. Il avait 63 ans, était méthodique, le genre d'homme qui portait des nœuds papillons sans ironie, gardait des notes manuscrites dans un journal en cuir et ne montrait jamais d'urgence pourquoi que ce soit. Il a montré de l'urgence ce soir-là. Maître, ai-je dit quand il a décroché, ma voix était plus stable que je ne l'espérais. Quand mon père a renégocié le prêt, quel nom a fini sur l'acte? J'ai entendu des papiers, des tiroirs de classement, le bruissement prudent de quelqu'un qui gardait des copies physiques de tout parce qu'il ne faisait pas entièrement confiance aux serveurs informatiques. Le vôtre, a-t-il dit. Votre père vous a ajouté comme copropriétaire. Il est venu spécifiquement pour cela. Maître Beaumont a marqué une pause et je pouvais l'entendre lire un document. Il a dit que vous étiez la seule de la famille à comprendre l'argent et qu'il ne voulait pas que la maison devienne une source de conflit après son départ. Je suis resté immobile un moment. Ma mère vient de jeter mes affaires dans l'allée d'une maison que je paye, ai-je dit. Elle m'a traité de profiteuse devant tout le quartier. L'avocat est resté silencieux pendant exactement 3 secondes. Ne retournez pas là-bas ce soir, a-t-il dit. Pour aucune raison. Allez dans un endroit sûr, puis je veux que vous m'envoyiez chaque relevé de paiement que vous possédez. Chaque virement de crédit, chaque facture d'électricité, chaque reçu de taxes foncières, chaque facture de réparation, chaque photographie que vous pouvez prendre de cette allée. Envoyez tout ce soir, Clara, maintenant si possible. Vous êtes copropriétaire de ce bien, a-t-il dit très clairement. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas un désaccord familial. C'était une éviction illégale. Partez. J'y suis allé. J'ai pris une chambre dans un hôtel Ibis près de l'autoroute. 89 € la nuit, télévision câblée. Distributeur automatique au bout du couloir, et je me suis assise sur le couvre-lit rêche avec mon ordinateur portable, et j'ai envoyé à Maître Beaumont 12 mois de documentation financière en 2h30. Confirmation de paiement du crédit, reçu de prélèvements automatiques, facture de renouvellement de l'assurance habitation, paiement de la taxe foncière que j'avais effectué en octobre, facture du plombier de mars, contrat du couvreur du printemps, reçu de Castorama pour le chauffe-eau. Chaque virement au bricoleur qui était venu 4 fois pour réparer des choses, tout y était. À 2h14 du matin, mon téléphone affichait 17 appels manqués, 9 de Chloé, 6 de Delphine, 2 d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui était presque certainement Bastien appelant du téléphone de Chloé car je ne lui avais jamais donné le mien. Je n'ai rappelé aucun d'eux. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de nuit, j'ai fixé une tache d'humidité au plafond et j'ai
Essayez de ressentir quelque chose de propre, de simple. Ce que j'ai ressenti en réalité, c'était un calme étrange, comme être dans l'œil du cyclone. Maître Beaumont a appelé à 8h32 le lendemain matin. J'avais dormi 4 heures. Jean était à ma deuxième tasse de café infâme de la chambre d'hôtel. Il y a plus, a-t-il dit. Sa voix avait une qualité que je n'avais jamais entendue auparavant. Prudente, délibérée, comme s'il choisissait chaque mot avec ses deux mains. Quel genre de plus? Votre père a laissé une lettre sous pli, cachetée à n'ouvrir qu'en cas de litige concernant la propriété. Il l'a déposée chez moi séparément du testament. Je l'ai depuis 6 ans. Il a fait une pause. Clara, il avait anticipé cela. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce qu'elle dit? Entre autres choses, elle expose ses intentions concernant votre rôle de copropriétaire. Il établit que si jamais Delphine tentait de vous retirer de la propriété, de vous refuser l'accès ou de prendre une décision unilatérale concernant la maison sans votre consentement. Une autre pause. Les clauses de l'acte permettent une demande immédiate de sortie d'indivision et de vente forcée. La maison devra être mise sur le marché. Delphine recevra sa part du produit de la vente, mais elle n'aura plus aucun droit sur la propriété elle-même. Le café a refroidi dans ma main. Elle a installé un homme que j'ai rencontré une seule fois dans ma chambre, ai-je dit. Pendant que j'étais au travail, elle a emballé mes affaires dans des sacs poubelles. Alors elle a fait, a dit maître Beaumont, une erreur très coûteuse. À midi. Ce jour-là, l'avocat avait déposé une demande de référé conservatoire auprès du tribunal. À 14h15, il avait fait signifier un acte formel par huissier à l'adresse de la maison. À 15h, mon téléphone émettait un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Continu, chevauchant, un bourdonnement qui ne s'arrêtait pas. Chloé a appelé 11 fois. Delphine a appelé 8 fois. Bastien a appelé 2 fois depuis le numéro de Chloé, ce qui était 2 fois de trop. Un SMS d'un numéro inconnu disait « Sébastien. Appelle ta mère. Elle pleure. » Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai reposé le téléphone. Message vocal de Delphine, Clara, je ne sais pas ce que tu crois faire, mais tu impliques un avocat pour une chambre. Une chambre, Clara, rappelle-moi. Une chambre. Elle l'appelait toujours comme ça. SMS de Delphine 40 minutes. Plus tard, tu es en train d'humilier cette famille. J'ai tapé une seule phrase en réponse. J'y ai réfléchi pendant environ 4 minutes, puis je l'ai envoyé. Tu m'as humilié sur ton perron alors que tu te tenais dans une maison que j'ai payée pour conserver. Puis j'ai remis mon téléphone face contre terre, j'ai commandé un sandwich au restaurant de l'hôtel, j'ai regardé les infos pendant 1 heure et je me suis senti, pour la première fois depuis très longtemps, comme si je me tenais sur un sol solide. La réunion a été fixée 2 jours plus tard. Salle de conférence au 4e étage d'un immeuble de bureaux. En centre-ville. Table en bois sombre, bon fauteuil, le genre de pièce qui a une carafe d'eau au centre et dont personne ne boit. Maître Beaumont l'avait organisé. Terrain neutre, sa suggestion, et je comprenais pourquoi. Il avait également amené sa collaboratrice, une clerc de notaire qui travaillait avec lui depuis 14 ans et qui portait le genre de classeur qui dit « Nous avons été minutieux ». Elle l'a posé sur la table sans cérémonie et l'a aligné précisément avec le bord. Je portais un blazer. Je l'avais repassé à l'hôtel. J'ai bu un café avant et j'ai mangé quelque chose, et je me suis rappelé que mes mains n'avaient pas besoin de trembler aujourd'hui. Delphine est arrivée là. Première avec Chloé. Ma mère portait ses perles, les mêmes perles qu'elle portait le jour où nous avons enterré mon père, ce que j'ai noté et classé comme une information. Chloé avait pleuré récemment. Ses yeux étaient gonflés d'une
Manière qui suggérait que les pleurs avaient été assez théâtraux pour être visibles, mais assez réels pour avoir vraiment eu lieu. Elle s'est assise à côté de ma mère et ne m'a pas regardé. Bastien est entré le dernier. C'était là. Seule personne dans la pièce qui bougeait comme quelqu'un qui croyait encore que cela allait se résoudre en sa faveur. Il s'est installé dans une chaise avec l'aisance décontractée d'un homme qui n'avait jamais personnellement subi de conséquences graves et a sorti son téléphone avant même de poser ses coudes sur la table. Avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, a commencé Delphine. Avant même que tout le monde ne soit assis, je veux qu'il soit noté que Clara est vindicative. Elle a toujours été vindicative quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Et ceci est. Maître Beaumont a fait glisser le dossier sur la table. Il a atterri devant Delphine avec un son net. Copropriétaire, a-t-il dit d'un ton plat et calme. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Delphine a pris la première page. Je l'ai regardé lire. Je l'ai regardé là. Lire une seconde fois. J'ai vu son visage passer par une série de changements. La confusion, puis le début de la compréhension, puis quelque chose de blanc et d'étrange que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Elle n'était pas au courant pour l'acte. Pendant un instant, j'ai sincèrement ressenti quelque chose comme de la compassion. Mon père lui avait caché cela pendant 6 ans et maintenant, cela lui tombait dessus dans une salle de conférence avec une carafe d'eau et sa fille de l'autre côté de la table. C'était une chose difficile. Je l'ai reconnu intérieurement, puis je l'ai mis de côté, car la compassion sans protection personnelle avait été mon mode de fonctionnement principal pendant 30 ans et cela m'avait déposé dans une chambre d'hôtel avec le bouti de ma grand-mère et un sac de courses froissé rempli de mes dossiers de travail. Ça ne peut pas être vrai, a dit Chloé. C'est l'acte de propriété, a dit la collaboratrice sans lever les yeux, enregistré il y a 6 ans. La section 2 identifie Clara comme copropriétaire indivise. C'est, a commencé Bastien. Vous ne figurez sur aucun document pertinent, a dit Maître Beaumont, s'adressant à Bastien avec la courtoisie précise de quelqu'un qui ne pense pas que vous valez la peine de perdre patience. Cette conversation ne vous inclut pas. Bastien a mis son téléphone dans sa poche. Chloé s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient de nouveau humides. Clara, tu vas vraiment faire ça? Tu vas gâcher mon mariage pour une chambre? Ta mère a posé la photo de mon grand-père face contre le béton de l'allée, ai-je dit. Je ne fais rien pour une chambre. Delphine s'est penchée en avant, ses perlons bougés. Tu veux mettre ta propre mère à la rue? Ta propre famille? Personne ne m'a demandé ce que je ressentais, ai-je dit. Personne ne sait. Excusez. Ni sur le perron, ni dans aucun de ces messages vocaux. Personne n'a dit. Clara, on aurait dû t'en parler d'abord. Personne n'a dit, Clara. On est désolé d'avoir emballé ta vie dans des sacs poubelles et de t'avoir traité de profiteuse devant tout le quartier. Dans cet appel et une douzaine de SMS. Le mot pardon est apparu 0 fois. J'ai regardé ma mère. Ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Maître Beaumont a joint ses mains. Ma cliente aimerait discuter d'une résolution. Quelle résolution souhaiteriez-vous? Clara. J'y avais réfléchi très précisément pendant environ 48 dernières heures. Vendez la maison, ai-je dit. Delphine a ri. C'était un rire sec et court, comme un aboiement. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse, ai-je dit. J'en ai fini de financer des gens qui me méprisent. La maison est mise sur le marché. Le produit de la vente est partagé selon l'acte. Vous recevez votre part, je reçois la mienne, et c'est terminé. Nous n'avons nulle part où aller, a dit Chloé. Sa voix était devenue toute petite. Je sais, ai-je dit. Je suis désolé.
pour cela, sincèrement. Mais c'est un problème qui a été créé au moment où quelqu'un a pris la décision de me traiter comme un meuble qui ne se rebellerait jamais. Delphine n'a pas parlé pendant un très long moment. Quand elle l'a fait, sa voix était différente. Plus basse. Le côté théâtral avait disparu. Ton père a fait ça, a-t-elle dit. Il t'a toujours fait plus confiance qu'à moi. Il me faisait confiance, ai-je acquiescé. Et j'ai passé 3 ans à essayer de mériter cela en maintenant cette famille unie. Avec mon salaire. J'en ai juste fini maintenant. Elle n'avait pas les revenus pour racheter ma part. Je le savais déjà. Maître Beaumont l'avait déjà établi. Chloé et Bastien n'avaient aucune économie. Chloé m'avait envoyé une demande de virement de 400 € il y a 6 semaines pour aider pour le traiteur du mariage, auquel j'avais déjà contribué à hauteur de 1200 €. Tout leur plan dépendait d'une seule variable, ma volonté de continuer à absorber le coût d'être traité. Comme si je n'avais aucune importance. Cette variable avait changé. La maison a été mise en vente dans les 3 semaines. L'agent immobilier, une femme qui vous serre la main et identifie immédiatement le défaut structurel que vous ignorez depuis des années, a fait le tour de la propriété. Elle a mentionné la rénovation que j'avais faite dans la salle de bain principale avec un haussement de sourcils suggérant qu'elle s'attendait à pire d'une maison de 7 âges, et nous a donné un chiffre. C'était un bon chiffre. Assez bon pour que Delphine se taise en l'entendant. Le marché était dynamique. Nous avons eu 2 offres dès le premier week-end. J'ai accepté la meilleure après avoir consulté Maître Beaumont et sans dire grand-chose aux autres. Delphine m'a envoyé un SMS. J'espère que tu es satisfaite. J'ai regardé le message pendant un moment. Et j'ai décidé de ne pas répondre, ce qui était la réponse la plus honnête que je pouvais donner. Chloé a appelé une fois, juste une fois dans la 2e semaine de la mise en vente. J'ai décroché parce que je n'étais pas sûr de quand j'en aurais à nouveau la force. Je veux juste savoir si tu me détestes. A-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Je ne te déteste pas. Je suis juste très, très fatigué, Chloé. Je ne savais pas pour l'acte, a-t-elle dit. Je veux que tu le saches. Je te crois, ai-je dit. Et c'était vrai. Elle a pleuré pendant un moment. J'ai écouté. Finalement, je lui ai dit que je devais y aller et j'ai raccroché. Je me suis assise dans l'appartement temporaire que j'avais loué pour 2 mois. Un 2 pièces au 3e étage d'une résidence. Près de la rivière, avec le bouti de ma grand-mère sur le lit et la photo de mon grand-père sur l'étagère. Et j'ai pensé au fait de savoir si une famille était quelque chose qui pouvait être reconstruit à partir d'une fondation aussi fissurée. Je n'avais pas de réponse. Je ne suis toujours pas sûr d'en avoir une. La signature finale a été fixée. Les documents ont été préparés. Maître Beaumont a tout rempli correctement, m'a guidé à travers chaque signature, m'a offert un café médiocre de la machine du couloir après coup et a dit « Votre père aurait géré cela exactement de la même manière. » Je ne savais pas quoi faire de cela, alors j'ai juste dit « Merci » et je l'ai gardé pour moi. 2 jours avant la signature, l'avocat m'a appelé à 19h15. J'ai su au moment où j'ai entendu sa voix que quelque chose avait changé. Clara, a-t-il dit. Il y a autre chose. Quel genre d'autre chose? Une pause. La pause prudente. Votre père a laissé une seconde lettre, également scellée, également séparée du testament. Une autre pause. Elle ne vous était pas adressée. Mon cœur a manqué un bond. Pour qui est-elle, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Par la forme du silence. Chloé, a-t-il dit. Elle devait être ouverte lors de la vente de la maison où, et je lis directement ses instructions, lors d'un litige familial important.
Il semble avoir anticipé plusieurs scénarios. Je suis resté dans ma cuisine pendant un long moment sans bouger. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est scellée, a dit maître Beaumont. Je ne peux pas l'ouvrir sans sa présence. Mais Clara, sa voix a légèrement changé. Votre père était précis sur l'ordre des choses. Il voulait que cela soit remis à Chloé. Après la résolution. Il a utilisé ce mot, après, comme s'il savait qu'il y aurait quelque chose à résoudre. Il le savait, ai-je dit doucement. Il connaissait ma mère. Il nous connaissait tous. Je vais organiser cela, dit l'avocat. J'ai raccroché et je suis resté à la fenêtre de ma cuisine à regarder la rivière pendant un moment. Le ciel faisait cette chose qu'il fait à la fin de l'automne, quand la lumière devient rasante et que tout semble à la fois très beau et très lointain. Mon père s'était préparé à cela. Il s'était assis dans le bureau de maître Beaumont 6 ans plus tôt et avait réfléchi à qui étaient ses filles et de quoi sa femme était capable, et à ce qui pourrait arriver aux gens qu'il aimait dans l'espace après son départ. Et il s'était préparé. Il était parti depuis 4 ans et il essayait encore, d'une certaine manière structurelle, de nous maintenir ensemble. J'ai pensé à la photo encadrée qui avait été face contre terre dans mon allée. Mon grand-père, son père, se tenant devant une maison qu'il avait construite de ses propres mains. Mon père avait cette photo parce qu'elle lui avait été donnée. Il me l'avait donnée parce que, et je le comprenais maintenant avec une clarté qui faisait mal, il me donnait les choses parce qu'il savait que je les garderais. Chloé est venue. Seule au bureau de maître Beaumont. Pas de Bastien, juste ma sœur dans un manteau que je ne connaissais pas, assise en face du bureau de l'avocat avec ses mains sur ses genoux comme une enfant convoquée chez le directeur. Je me suis assise dans un coin. Maître Beaumont m'avait demandé si je voulais être présente. J'avais dit oui, et j'avais promis que je ne parlerais pas à moins qu'on ne s'adresse à moi, et j'ai tenu cette promesse. Maître Beaumont a ouvert l'enveloppe avec un coupe-papier, a déplié les pages, les a posées sur le bureau. Il a lu à haute voix, lentement. De la manière dont on lit quelque chose. Qui compte? La voix de mon père sur le papier. 6 ans plus tard, il disait à Chloé qu'il l'aimait. Il l'a dit directement en premier parce qu'il savait qu'elle aurait besoin de l'entendre avant de pouvoir entendre quoi que ce soit d'autre. Il a dit qu'il l'aimait de la manière dont on aime quelqu'un qui rend les choses difficiles et belles en même temps. Il a dit qu'il avait passé beaucoup d'années à s'inquiéter pour elle. Puis il lui a dit des choses sur elle-même qui étaient difficiles à entendre. Il n'était pas cruel. Il était précis, ce qui est parfois pire. Il lui a dit qu'elle avait l'habitude de prendre des choses qui étaient offertes librement et de les confondre avec des choses qui lui étaient dues. Il a dit qu'il l'avait vu faire et qu'il en avait été complice. Et il en était désolé. Il a dit qu'il avait vu Clara maintenir la famille unie de manière que Chloé avait pu ne pas remarquer. Parce que remarquer aurait exigé qu'elle fasse quelque chose de différent. Et que ne pas remarquer était un choix, même quand cela semblait passif. Il a écrit, je n'écris pas cela pour te blâmer. J'écris cela parce que je t'aime et que je veux que tu aies une vie qui soit réellement la tienne, construite par toi. Méritée par toi. Et j'ai peur que si personne ne te dit jamais cela clairement, tu passes 40 ans à prendre des choses aux gens qui t'aiment en te demandant pourquoi tu te sens toujours vide. Chloé pleurait dès le 3e paragraphe, pas les pleurs théâtraux de la salle de conférence. L'autre genre. Il lui a laissé quelque chose, un compte séparé géré en fiducie qu'il avait alimenté discrètement pendant des années. Assez pour commencer quelque chose. Assez pour faire un apport ou lancer une entreprise ou prendre 6 mois pour comprendre qui elle était réellement quand elle ne s'appuyait pas sur l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Utilise cela pour construire quelque chose, a-t-il écrit, pas pour entretenir quelque chose qui n'a jamais été à
Toi pour commencer. La dernière ligne de la lettre ne s'adressait à aucune d'eux. Nous en particulier. Elle disait simplement « Je crois que vous êtes toutes les deux capables de plus que vous ne le pensez. » Je l'ai toujours cru. Chloé est restée assise sur la chaise pendant un long moment après que Maître Beaumont a fini de lire. Je suis resté dans mon coin et je n'ai pas parlé. Finalement, elle a regardé vers moi. Elle m'a vraiment regardé, de la manière dont les gens le font parfois quand assez de choses ont été dites et que les masques sont tombés. Et je l'ai regardé en retour. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour la chambre, pour ce que maman a dit. Pour tout. Je sais, ai-je répondu. Je te crois. Elle a essuyé son visage avec le revers de sa main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'y ai réfléchi. La voix de mon père était encore dans la pièce d'une certaine manière. La lettre sur le bureau. Je pense. Ai-je dit lentement. Que tu prends l'argent qu'il t'a laissé et que tu construis quelque chose. Et je prends ma moitié de la vente de la maison et je fais de même. Et peut-être, pas maintenant, pas avant un moment, mais peut-être qu'un jour nous essaierons de voir s'il existe une version de nous qui fonctionne sans l'ancienne structure. Elle a hoché la tête. Pas de manière joyeuse ou résolue, juste honnête. C'était suffisant pour le moment. 3 mois plus tard, j'ai signé le bail d'un appartement de 3 pièces à 4 pâtés de Maison de la Rivière. La deuxième chambre est un bureau à domicile, avec un bureau, des étagères, le classeur qui avait été fourré dans un sac de course. Dans mon ancienne allée. La photo de mon grand-père est au mur, droite et bien fixée. Le bouti de ma grand-mère est sur mon lit. Je travaille toujours au même endroit. Je gagne toujours le même salaire. La différence est que chaque centime m'appartient désormais. Dépensé pour mon loyer, mes courses, mes économies, mon avenir, pas pour le crédit d'une maison que j'avais le droit d'habiter seulement. Tant que je me rendais utile et invisible. Delphine a reçu sa part de la vente. Et a loué un petit endroit de l'autre côté de la ville. Elle ne sait pas excuser avec des mots clairs. Elle a appelé une fois au 2e mois et a dit. Ton père m'a toujours sous-estimé, ce qui était, je pense, ce qu'elle pouvait faire de plus proche d'un aveu. J'ai écouté, je n'ai pas discuté et j'ai dit, je sais que tu l'aimais, maman, et je le pensais vraiment. Chloé et Bastien sont toujours ensemble, ce que je n'avais pas prédit. Elle m'a envoyé par SMS une photo le mois dernier, tous les deux devant une petite devanture. Une entreprise de traiteur qu'elle lance avec l'argent de la lettre de papa. Elle avait l'air différente sur la photo, plus légère peut-être, comme quelqu'un qui avait déposé un fardeau. J'ai renvoyé un pouce levé, puis après 1 minute. J'ai ajouté, papa aurait été fier. Elle a répondu, il nous aurait dit à toutes les deux de nous reprendre en main. J'ai ri à cela. Vraiment ri. Pour de bon. Mon père a renégocié le prêt d'une maison 6 ans avant sa mort, a mis mon nom sur un acte, a scellé 2 lettres chez un avocat et a espéré le meilleur. Il nous connaissait. Il savait que nous allions tout gâcher avant de construire quelque chose de mieux. Il s'était préparé malgré tout. La dernière chose que j'ai faite avant de quitter l'ancienne maison, la toute dernière chose, le lendemain de l'épisode du perron avant d'aller à l'hôtel, a été de prendre une photo de l'allée, des sacs poubelles, de ma vie en un tas, du bouti. De ma grand-mère mal pliée dans un sac plastique noir. J'ai toujours cette photo. Je ne la regarde pas souvent, mais je la garde parce que certaines choses, on les porte non pas pour souffrir, mais pour se rappeler exactement de ce que l'on est capable de surmonter et exactement de ce que l'on refuse désormais de subir.